Hey, salut! Bienvenue à toi dans ce podcast de Motion Life Teach. Et aujourd'hui, je vais te parler de mathématiques. Et crois-moi, les mathématiques dans la 3D, c'est hyper important. Alors ne pense pas que les mathématiques, c'est le truc un peu chiant que tu as vu au collège. Non, ni au lycée. Les mathématiques, c'est un truc de malade pour la 3D. Et sans ça, on n'aurait pas pu faire tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Sans ça, pas d'Avengers, pas de Star Wars, pas de tout ce que tu veux. Donc je te dis vraiment, ça va être passionnant. Accroche-toi les méninges parce que ça va dépoter aujourd'hui. Jingle. Bienvenue dans le podcast de Motion Life Teach. Le podcast où on parle de 3D, d'animation, d'effets spéciaux, de films, de mindset, de logiciels, bref, tout ce qui se rapporte à l'animation 3D, les effets spéciaux ou l'image de synthèse. Donc, en fait, aujourd'hui, je vais te parler de comment ça marche la 3D dans le fond. Comment on a fait, comment concrètement on fait pour t'afficher un cube sur ton écran. Alors tu vas voir que c'est pas facile et on a tendance vraiment à l'oublier quand on utilise les logiciels parce que les logiciels ils sont tellement bien faits qu'on a l'impression que tout est facile quoi. On a l'impression que tu démarres à mettre un cube et tourner autour, c'est génial et c'est rien de plus basique alors que putain déjà c'est ultra complexe. Donc j'aimerais remettre ça en perspective parce que en fait le fait de comprendre ça va te permettre de comprendre plein d'autres choses dans la 3D qui vont te permettre d'aller beaucoup plus loin dans ton travail. Mais pour ça il faut comprendre la base. Donc, la première chose dont je vais te parler, c'est du viewport de cette 3D. Avant de parler de moteur de rendu, d'image, etc., il faut que je te parle de ton viewport. Donc le viewport, c'est quoi? C'est simplement le moteur de rendu, en fait, que le logiciel utilise pour te faire visualiser ce que tu es en train de faire. Donc en gros, c'est un moteur de rendu temps réel, tout simplement. Donc déjà, ça, c'est un premier moteur de rendu. Il faut déjà essayer de comprendre comment fonctionne ce moteur de rendu-là pour comprendre comment fonctionnent les autres. Et le moteur de rendu de ton viewport, donc ça marche sur n'importe quel logiciel, hein, 3ds Max, Cinema 4D, Maya, Blender, peu importe, c'est tout le temps la même chose. C'est tout le temps la même chose. En gros, qu'est-ce qui se passe? On sait depuis très longtemps afficher un objet, enfin on sait comprendre un objet en 3D depuis très longtemps. C'est très simple, il suffit de prendre une matrice, donc une matrice en fait c'est un tableau. Et un tableau tu peux lui mettre une entrée, ça fait une ligne, deux entrées, ça fait deux lignes, tu vois, ça fait comme une poule si tu faisais des poules quand tu étais au sport, tu vois, tu avais les matchs en abscisse et en ordonnée, tu avais les joueurs, et puis tu pouvais avoir les joueurs contre les joueurs, tu vois. Donc ça c'est une matrice à deux entrées, donc on appelle ça aussi une matrice à deux dimensions. Et on a la matrice à trois dimensions, à trois entrées, en fait c'est la même chose, tu rajoutes une profondeur. Le problème c'est que déjà sur un écran, donc sur une surface plane, représenter une matrice à trois entrées c'est pas facile. Donc on s'est posé la question, ok, on sait comprendre un objet en 3D, on sait l'exprimer de manière mathématique avec une matrice, d'accord? Donc une matrice c'est tout simple, hein, c'est en fait en gros c'est on sait mettre les points dans un repère 3D, tu vois, c'est les repères 3D que tu faisais au collège, tu vois. C'est en gros tu as un point et ben tu sais qu'il a trois valeurs x, y et z, tu vois. Et donc en gros on sait représenter on sait comprendre un objet en 3D grâce aux mathématiques. Ça, il n'y a pas de problème. Donc on sait le sauvegarder, puisque pour le sauvegarder, il suffit de sauvegarder ses points, les coordonnées de ses points. Donc on sait le sauvegarder, on sait le déplacer, bref, on sait faire énormément de choses grâce aux matrices, on sait le transformer, on sait le tourner, etc. Ça, c'est des mathématiques pures. Mais la question qui s'est posée, il y en a pas d'autres qui sont posées, mais la question principale qui s'est posée, c'est ok, mais comment représenter ça sur un écran 2D? Comment on fait? On sait avoir le cube en mathématiques, on sait l'écrire sur un papier, il suffit d'écrire les coordonnées des 8 points, tu vois, donc tu as ton cube, mais comment le représenter de manière cohérente par rapport à ce qu'on voit dans la réalité? Et donc là, c'est là qu'on s'est intéressé en fait à ce qui se passe avec notre œil. Notre œil, c'est un peu de la même manière, on vit nous dans un monde en 3 dimensions, mais notre fenêtre sur le monde, donc notre œil, lui, c'est un écran plat, donc on voit seulement le monde en 2 dimensions. Donc on s'est posé la question, ok, comment notre œil fait pour que nous on perçoive la profondeur, la 3D, puisque on est sur un écran en seulement 2 dimensions. Alors il fait deux choses. La première chose qui nous intéresse moins, c'est le fait qu'on ait deux yeux. Et comme on a deux yeux, ça nous permet de voir les choses de deux axes différents. Le fait d'avoir deux axes différents, ce décalage entre ces deux yeux, ça permet à ton cerveau de facilement comprendre
la profondeur qui est entre les objets, parce qu'en fait on a un décalage entre les deux, et donc ton cerveau peut calculer la profondeur. C'est exactement comme ça que fonctionne la 3D stéréoscopique au cinéma. Le problème, c'est que devant ton écran, tu n'as pas deux écrans, tu n'as qu'un seul écran, d'accord? Et tu n'as pas, et même si tu as les deux écrans, tu peux les superposer. Donc il faut trouver une autre manière de faire comprendre à l'utilisateur la profondeur de manière naturelle sans utiliser cette 3D stéréoscopique. Et bien la deuxième manière, c'est ce que ton œil utilise aussi, c'est ce qu'on appelle la parallaxe et la perspective. Alors pourquoi je dis, j'avais dit une chose et je dis parallaxe et perspective, c'est en fait parce que la parallaxe découle de la perspective en fait. Donc je vais t'expliquer la perspective, tu vas voir qu'en fait la parallaxe c'est la même chose mais en mouvement. Donc la perspective c'est quoi? La perspective c'est tout simplement le fait que plus tu regardes un objet qui est loin, plus il t'apparaît petit. Alors qu'en fait en vrai il est beaucoup plus grand. Donc sur le plan 2D, si par exemple tu regardes une maison et un mec, si le mec est à 1 mètre de toi et que la maison elle est à 100 mètres de toi, ben la maison t'apparaîtra peut-être même plus petite que le mec. Alors qu'en vrai, en réalité, si tu mets les deux objets à côté, la maison est beaucoup plus grande. C'est ça la perspective. Et c'est grâce à ça que notre cerveau peut comprendre la profondeur. Donc c'est pas compliqué, la règle tu vois, elle est super simple, c'est plus c'est loin, plus c'est petit. Et donc les mecs, ils arrivent à découler une règle mathématique de ça, donc ils arrivent tout simplement à comprendre la relation qu'il y a entre la taille d'un objet à l'écran et sa distance par rapport à la position de la caméra. Et donc là, ils ont une règle pour pouvoir afficher leurs objets. Alors je t'avais parlé de la parallaxe plus tôt. Qu'est-ce que c'est la parallaxe? La parallaxe, c'est tout simplement que quand tu as un mouvement, et ben, les choses qui sont devant toi bougent plus vite que les choses qui sont loin de toi. Je m'explique. Quand tu es dans une voiture et que tu regardes la fenêtre, et ben la route ou les voitures qui sont proches de toi vont paraître d'aller très vite. Alors que si tu regardes le paysage au loin, tu as l'impression qu'il bouge presque pas. C'est ça la parallaxe. Donc ça c'est une deuxième règle qui en fait qui incombe à la perspective. Finalement c'est la perspective qui induit cette règle là. Donc la perspective nous dit les objets plus loin sont plus petits et la parallaxe nous dit les objets plus loin bougent moins vite. Donc là, tu viens d'avoir les deux règles pour faire la 3 dimensions. Et d'ailleurs, c'est des deux règles qu'on utilise aujourd'hui partout, hein, pas seulement dans la 3D. On l'utilise par exemple beaucoup en astronomie pour déterminer la position des étoiles. On utilise la parallaxe, tout simplement. La perspective, pardon. Non, la parallaxe. Je sais plus. Ouais, non, c'est la perspective. On regarde où est-ce qu'est une étoile tel jour. On attend 6 mois, donc 6 mois la planète elle bouge vachement, tu vois, elle fait presque la moitié du système solaire. On regarde où est-ce qu'elle est l'étoile, et là en faisant ça, forcément comme la Terre s'est décalée, on a un décalage, tu vois, comme un petit peu avec notre œil. Donc on a un effet de parallaxe qui est immense, et donc ça nous permet de trianguler l'étoile et de savoir où est-ce qu'elle est en profondeur. Bah oui, parce que quand tu as compris la règle, plus c'est loin, plus c'est petit. Tu peux facilement calculer finalement si tu connais la taille de l'objet, tu peux calculer sa distance en fonction de la taille sur ton écran, tu vois. Et c'est comme ça d'ailleurs que fonctionne la perspective dans la 3D en général. Bref, donc au moins tu auras appris aussi comment on sait à quelle distance est une étoile. C'est pas la seule technique, je te rassure. Donc on a compris maintenant comment on pouvait afficher la perspective à l'écran. Donc maintenant c'est très très simple, on peut le faire, on sait le faire. Alors quelle est la technique concrètement en programmation, en code? Comment les mecs ont codé ça pour que tu puisses avoir ton objet à l'écran? Et bien en fait les mecs ont fait de la géométrie basique en fait, hein. Ils ont pris le concept de face, de arête et de point. Et en gros ils ont dit c'est pas compliqué. On va mettre tes points dans ton espace 3D, mais un point c'est infiniment petit donc on peut pas le représenter. Enfin on peut le représenter, ça peut être un pixel tu vois, mais putain. Excuse-moi je m'énerve, il y a un mec qui sait pas conduire avec moi. Ça peut être un pixel, mais c'est pas réaliste et il n'y a pas vraiment de points nous dans la nature. Donc la seule chose qu'on peut représenter c'est par exemple les arêtes, parce que les arêtes pareil dans la nature elles n'existent pas. C'est des faces. Dans la nature tout a une épaisseur, donc tout a une surface. Donc on peut représenter des faces. Mais alors comment représenter des faces dans un moteur 3D qui est ici notre moteur de viewport en fait. Eh bien il y a plusieurs solutions qui s'offrent à nous. En fait, il y en a deux qui ont été inventées dans les années 70. La première solution, c'est ce qu'on appelle la raterization. Excuse-moi mon accent. Je ne sais même pas si c'est vraiment le bon terme pour appeler cette technique, mais de mémoire, c'est ça. La raterization, donc c'est écrit R-A-T-A-Z-I... T-E-R-I... Raterisation. Z-A-T-I-O-N. La raterisation avec l'accent français.
Ça, en fait, c'est la technique la plus simple en termes de calcul qu'on connaisse. Mais c'est aussi la technique qui est la plus incohérente physiquement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est pas compliqué. On prend ta face, d'accord ? Donc souvent ta face c'est un triangle, à chaque fois le moteur de rendu triangule toutes les faces parce qu'il veut absolument se retrouver avec les faces avec le plus petit nombre de points possible pour que la face ait seulement une inclinaison, et tu vas comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, en gros, tous tes triangles, quand tu as 3 points, ta face peut avoir seulement une inclinaison. Elle ne peut pas être pliée en fait, tu vois. 3 points, c'est impossible de plier la face. Alors qu'une face à 4 côtés par exemple, tu prends les 2 points de l'extrémité, tu les descends, et tu prends les 2 autres points, tu les montes, ta face elle est pliée en 2, tu vois. Et ça c'est pas bien du tout parce qu'en fait, en gros, une face égale une couleur dans le moteur de rendu. Donc une face, dans la rétarisation je parle, alors pas dans le reste que je t'ai pas encore parlé, mais dans la rétarisation, une face égale une couleur. Parce que je parle pas encore de texture, hein. Pour l'instant une face égale une couleur. Une face égale une couleur, donc si tu plies la face, et logiquement le fait de plier la face ça va changer la couleur de la face entière parce que ça va créer un volume, mais tu peux pas parce que la face c'est une seule face, donc c'est une seule couleur. C'est pour ça qu'on a triangulé toutes les faces, pour simplifier les calculs et pour éviter ce problème. Donc le moteur de rendu triangule tes faces en triangle. Oui, triangule tes faces en triangle évidemment, il va pas être triangulé en carré. Donc et toutes tes faces auront une couleur. La question qu'on va se poser, c'est comment le moteur de rendu va décider de la couleur de ta face. Et il va décider la couleur de ta face de manière à te faire comprendre le volume. Et comment on comprend le volume dans la vie réelle ? C'est pas compliqué. Quand tu mets une source de lumière, si la face de ton objet dans la vie réelle, elle pointe vers la lumière, d'accord ? Donc si sa normale, la direction de la face est vers la lumière, la face sera beaucoup éclairée. Par contre, si la face, elle est parallèle à la lumière, c'est-à-dire que tu as vraiment les arêtes en fait de tes faces qui sont parallèles à la lumière et donc la direction elle est perpendiculaire, et la face est noire, elle ne prend en aucun cas la lumière, d'accord ? Donc tous les objets aujourd'hui fonctionnent comme ça. Quand tu mets une lumière proche de, d'une voiture, les faces qui vont être la partie de ta voiture qui va être, comment je peux expliquer ça ? Ouais, je vais plutôt expliquer comme ça. La surface de ta voiture qui va être si tu prends en gros tu prends la surface de ta voiture et tu imagines que sur tous les points de la surface, tu traces la droite qui est perpendiculaire à la surface, d'accord ? Et si cette droite là, elle vient taper dans la lampe, donc la droite qui était perpendiculaire à la surface, si cette droite là elle vient taper dans la lampe, la face sera hyper éclairée. Par contre, si cette droite là au contraire part dans la direction opposée, la face sera noire. Et tous les intermédiaires finalement, c'est simplement une moyenne en fait, hein. Donc simplement plus la droite est loin, part dans une direction opposée à la lampe, plus tu te retrouves avec quelque chose qui est foncé, donc qui est peu éclairé. Plus la droite se ramène vers la lampe, plus la droite est dans une direction qui est cohérente par rapport à la lampe, plus la face est éclairée. Donc c'est tout simplement grâce à ça, on appelle ça un éclairage grâce au normal. Alors je sais pas si c'est le vrai terme, mais c'est le plus logique finalement. Les normales, rappelle-toi, c'est les directions de chaque face de ton objet. Et en gros, la lumière va juste regarder si la normale est en direction de la lumière ou pas. Et en fonction de ça, il va éclairer la face ou pas. Donc c'est très simple de faire un éclairage comme ça. Les calculs sont très très simples puisque c'est juste un calcul d'angle en fait. Ou un calcul de vecteurs plutôt, puisque on utilise beaucoup de vecteurs en 3D, c'est beaucoup plus simple à gérer que les angles. Mais c'est la même chose, donc en gros c'est un produit scalaire, et en fonction de si le produit scalaire donne que les deux vecteurs sont perpendiculaires, ça fait 0, donc en gros il n'y a pas d'éclairage. S'il donne que les deux vecteurs sont parallèles, donc ça veut dire que la face est dans la même direction que la lampe, alors là par contre ça fera 1, donc ça veut dire que la face sera éclairée à 1, ou pas 1 mais plutôt la valeur de la lampe. Donc ça c'est une première chose. Le problème c'est que ça c'est pas très réaliste, parce que quand tu fais ça, tu oublies de gérer un truc qui est vraiment important dans ton moteur de rendu 3D, que nous on expérimente tous les jours. C'est le fait que, oui, ok, l'éclairage fonctionne comme ça, donc les faces qui sont dans la direction de la lampe vont être éclairés et ceux qui ne sont pas dans la direction de la lampe ne vont pas être éclairés. Mais il y a un autre truc qui apparaît, c'est que si un objet est à 1 km de la lampe et l'autre est à 1 mètre, celui qui est à 1 mètre sera beaucoup plus éclairé. Donc en gros, il y a dans le monde qu'on observe aujourd'hui une perte d'énergie dans ta lumière en fonction de la distance. Coup de bol, on connaît cette formule, c'est simplement la distance diminue, l'énergie diminue par rapport au carré de ta distance. Donc en gros, au lieu d'avoir la face à une valeur de 1, donc 1 c'est blanc en 3D,
et la face a une valeur de 0, donc noir, avec la lumière, on va me donner une valeur à la lumière, donc ça peut être 1, ça peut être 10, ça peut être 100, et on va donner cette valeur-là à la face, divisé plutôt par le carré de la distance de l'objet par rapport à la lumière. C'est-à-dire que si la lumière est collée à la face, il n'y a pas de distance, donc du coup s'il n'y a pas de distance, si la lumière fait 100, on va mettre 100 à la face, mais 100 à la face, tu te doutes bien que c'est supérieur à 1, donc c'est blanc en fait. Donc en gros c'est ce qu'on appelle une image cramée, mais l'ordinateur lui il s'en fout, hein. Lui il peut mettre une valeur de 100, une valeur de 1000, hein, c'est pas un problème, mais il sait que si la valeur est supérieure à 1, il affiche du blanc. Et donc en faisant cela, on peut avoir on peut amener la distance dans ton moteur de rendu. Donc si ta lumière est à 100 et qu'elle est collée à ta face va avoir une valeur de 100. Par contre, si ta lumière est à 100 mais que ton objet est loin de la face, par rapport au carré de sa distance, la couleur de la face va diminuer. Donc ça va peut-être être 10, ça va peut-être être 1, ça va peut-être être 0,5 en fonction de ce qui est distant. Donc en gros, ça veut dire que si tu as un objet qui est très loin de ta lampe, il va être peu éclairé. S'il est très proche de ta lampe, il va être beaucoup éclairé. Donc là, on vient de mettre dans ton moteur de rendu deux choses très importantes. Et c'est des choses qui sont primordiales. C'est simplement la lumière, comment la lumière fonctionne, et donc par rapport à l'orientation des faces, et la notion de distance par rapport à la perte d'énergie sur l'éclairage. Et ben là c'est bon, tu as un moteur de rendu. Tes moteurs de rendu temps réel de tes logiciels pour travailler, ce n'est pas plus que ça. Donc tu vois, c'est pas très compliqué. Le problème c'est qu'on a expliqué comment définir la couleur d'une face. On n'a pas expliqué comment imprimer cette face sur ton écran. Qu'est-ce qui se passe au niveau du code pour que la face vienne s'imprimer sur tes pixels d'écran, puisque c'est encore un peu compliqué. Comment en fait on va appliquer la déformation de perspective pour venir l'appliquer sur un plan 2D. C'est pas facile, hein. Je sais que ce podcast est assez complexe par rapport aux autres, hein. J'espère que ça va pas être trop compliqué pour toi et que tu arrives à suivre. Sinon tu n'hésites pas à me laisser un petit commentaire et puis je ferai une vidéo dessus, peut-être que ce sera un peu plus parlant. Mais c'est très intéressant avant de se poser la question. N'hésite pas à réécouter ce podcast plusieurs fois pour vraiment comprendre les concepts de bout en bout et d'aller voir sur internet des choses un peu plus complexes pour pouvoir mieux visualiser. Donc, on fait un petit résumé avant de continuer pour vraiment que je ne te perde pas. Donc, on se posait la question de comment fonctionnait la 3D en général. On savait qu'aujourd'hui, et depuis très longtemps, on sait exprimer un objet dans un monde 3D grâce aux mathématiques. Donc on appelle ça les matrices, et il suffit simplement de créer des points, de leur donner des coordonnées, de les relier par des edges et des faces. Okay, donc ça c'est très simple, on sait faire. La question qui est vraiment problématique, c'est le fait de représenter cet objet de manière cohérente pour que notre œil il puisse facilement l'appréhender. Pour ça, il y a deux problèmes qu'il y a eu. Donc le premier problème qu'on a parlé, c'était la perspective et la parallaxe. Donc la perspective, c'est le fait que plus l'objet est loin, plus il est petit. Donc c'est simplement le fait de comprendre de donner une relation entre la profondeur, donc la troisième dimension, et la taille de l'objet. Et la deuxième chose qu'on a vue, c'était l'éclairage, comment fonctionnait l'éclairage dans la vie réelle. Donc deux règles dans l'éclairage. La première règle, c'est si la face est dans la direction de l'éclairage, elle sera beaucoup éclairée, sinon elle sera peu éclairée. Donc ça veut dire qu'elle sera blanche ou noire. En gros, ça nous donne la couleur de la face. Et si la face est loin de l'objet, elle va recevoir moins de lumière que si elle est proche de l'objet. C'est ce qu'on appelle la déperdition d'énergie en fonction de la distance. Et ça, c'est en fonction du carré de la distance si tu veux connaître la règle. Donc, on a ces deux règles. On sait toujours pas afficher l'objet sur notre écran là. On commence à avoir des clés, mais en fait, on sait toujours pas afficher sur notre écran. Et c'est là qu'intervient la rétarisation. Alors, ce que je t'ai expliqué sur les faces et tout, c'est déjà de la rétarisation, mais la vraie rétarisation, c'est ça. C'est comment afficher les faces sur notre écran. Et ben, c'est hyper simple. En gros, je t'explique. On prend notre objet dans le monde 3D. On prend une plaque devant l'objet qui représente la caméra en fait. Et en fait, on va tirer les droites de chaque point de l'objet. On va les tirer vers la plaque. Et en gros, on va regarder où est-ce que la droite va intersectionner la plaque. Et en fait, ce point d'intersection, ça va être en fait le moment où en fait, ça va être l'endroit où il faut dessiner sur la plaque. Et en fait, tu as compris, la plaque, c'est ton écran, ta face. Donc, je réexplique. Tu prends ton objet, tu prends une plaque. En gros, tu mets ta plaque et ta plaque, c'est ta caméra. Tu imagines une plaque, genre une plaque de la taille de ton écran, devant l'objet. On va faire ce qu'on appelle une projection. Donc, en gros, on va projeter les points avec des droites, d'accord ? Les points des objets, de tous ces objets, on va les projeter directement sur ton écran. Donc en gros, sur ta plaque, tu te retrouves avec un nuage de points. Mais un nuage de points en 2D, pas en 3D. Et ce qui est bien, c'est qu'en faisant ça directement, tu te retrouves avec automatiquement ce qu'on appelle
mathématiquement, en fait, en gros, en faisant ça, tu as des formations de perspective, tout est clair en fait, tout est clean en gros, parce que tu te retrouves avec simplement le concept mathématique de prendre tes points dans la 3D et de tirer une droite entre ces points et ta plaque. Et en gros, en faisant ça, tu te retrouves avec une représentation 2D de tes points en 3D. Et ça c'est en gros le calcul qui te permet d'imprimer ton objet à l'écran. Donc c'est ce qu'on appelle en fait la projection 3D 2D. Donc en gros, c'est l'impression de ta 3D en 2D. C'est ce qui se passe quand tu fais un rendu 3D. C'est aussi ce qui se passe quand tu visualises en temps réel ton travail en 3D. En gros, tu ne vois jamais le monde 3D en tant que tel. Tu vois tout le temps une représentation 2D d'un moment dans la 3D. Donc une projection en fait de cette 3D en ta 2D. Donc en gros, je répète, tu prends tous tes points et tu les projettes sur ton écran 2D. Et en gros, le fait d'avoir ça, ça te fait un nuage de points sur ton écran. Et ce nuage de points, en fait, c'est une représentation 2D de ta 3D. Tout simple. Tu n'es pas convaincu, fais le test toi-même. Tu le fais dans ton logiciel 3D. Donc tu fais un cube dans ton logiciel 3D, ok. Tu fais un plan, ok, qui va représenter ta caméra. Et en gros, tu vas faire maintenant des lignes tu vas tracer des lignes. Donc tu fais avec genre un plan minuscule ou un petit carré minuscule et que tu étires entre le point de ton cube et le plan que tu as dessiné. Donc fais attention quand même. Il y a une seule règle, c'est qu'il faut que toutes ces lignes soient parallèles entre elles. D'accord ? Il faut qu'elles soient projetées dans la même direction, sinon il y a un problème. Et c'est la direction du plan souvent. Enfin souvent, même tout le temps en fait. Et là, tu vas te rendre compte que l'intersection, tu fais un point rouge à l'intersection, une sphère rouge par exemple, à l'intersection de chaque point dans le plan, et tu vas te rendre compte que si tu te mets face au plan, et tu vois ton cube en 2D, dessiné point par point, ton nuage de points. Maintenant, il suffit de comprendre juste maintenant comment on se retrouve avec un cube. Il suffit maintenant de le colorier. Et le colorier, tu te souviens, c'est déjà le colorier puisqu'on a déterminé la couleur des faces juste avant. Donc en gros, la couleur des faces qu'on avait déterminée tout à l'heure en 3D, il suffit de la répertorier sur la 2D qu'on vient de faire. Donc en gros, la couleur de la face, c'est simplement l'intersection des points, tout simplement. Et là, tu viens de dessiner un volume cohérent en termes d'éclairage sur un plan 2D. Tu viens de faire ton premier rendu. Donc c'est les premiers rendus, c'est comme ça que ça marchait. Faut que tu te dises qu'à l'époque, on est dans les années 70, c'est complètement ouf de faire ça. Hein. C'est un truc de malade. Et d'ailleurs, c'est très long en calcul et c'est en faire et laisse tomber quoi. Nous aujourd'hui, on fait ça en temps réel quand tu travailles. Eux, c'était genre 3 heures la frame. Hein. Laisse tomber l'enfer. Donc, tu viens de découvrir la première manière de faire du calcul de rendu, ce qu'on appelle la ratérisation. Donc, c'est ce que je viens de t'expliquer. Le fait de calculer la couleur des faces indépendamment, de faire une projection des points et de venir relier après sur ton plan 2D les faces entre elles et leur donner la couleur appropriée qu'on a calculée juste avant. Ça, c'est la ratérisation. Alors, la ratérisation, elle pose problème parce que c'est assez intéressant pour faire du rendu viewport, mais ça va poser des soucis quand on va aller un peu plus loin dans le réalisme. Par exemple, la ratérisation, elle ne prend pas en compte les ombres. Bah oui, évidemment, elle prend juste en compte la couleur des faces par rapport à où est-ce qu'elle est l'objet. Donc, il n'y a pas de projection des ombres. La ratérisation, elle ne prend pas en compte tout ce qui est transparence, tout ce qui est réflexion. Tout ça, ça n'existe pas dans la ratérisation. Elle prend juste en compte la couleur de la face par rapport à la lumière. Donc, on va devoir ajouter pas mal de choses dans cette ratérisation pour avoir plus d'éléments cohérents qu'on observe dans la vie réelle. Et la première chose qu'on rajoute, alors là les ordres je connais pas, je sais pas si c'est la réflexion ou les textures, en tout cas, en gros il va te falloir des textures pour pouvoir amener des couleurs différentes à notre objet. Alors qu'est-ce qu'une texture ? En fait une texture c'est super simple. En gros une texture, c'est tu mets une couleur à ton objet, mais une couleur c'est pas forcément du vert, tu vois. Une couleur ça peut être un certain nombre de pixels, donc en gros ça peut être une image en fait. Une image sur ton objet, quand tu vas devoir mapper grâce aux UV, d'accord, parce que sans les UV, tu ne peux pas savoir où est-ce que tu mets ta texture sur ton objet. Donc en gros, ton objet se transforme non pas en pixel, mais ce qu'on appelle en texel. Qu'est-ce que c'est un texel ? Un texel, en gros, c'est un pixel déformé par la perspective. D'accord ? Donc tu prends ton pixel 2D qui est ta texture et tu lui appliques la transformation de perspective. Donc en gros, plus il est grand, plus il est petit. Ça devient un pixel. Ce pixel-là est toujours calculé grâce à la ratérisation que je t'ai expliqué. Sauf que là, au lieu de tirer un point par rapport à chaque point juste de tes vertex, on va tirer un point par rapport à chaque pixel. En gros, ça va donner la couleur de ton objet à afficher sur ta plaque en fonction de tirer les points de chaque pixel qui sont sur ton objet. Alors c'est un petit peu compliqué cette technique-là, je ne vais pas rentrer dans les détails, et là en plus sans illustration c'est difficile à comprendre. Mais en gros, on mappe ta texture par rapport aux UV, et une fois que tu as ton objet en 3D avec la texture mappée, tu refais le même calcul que tout à l'heure avec les vertex, sauf
Donc là, il faut que tu imagines que chaque pixel est un vertex. Donc chaque pixel est, on tire une droite vers ton plan qui est ta caméra. Et donc chaque plan va donner une couleur, le couleur du pixel, et tu vas avoir ton objet. Le problème, c'est qu'en faisant ça, on annule en fait l'éclairage. Donc en gros, on se retrouve avec une texture brute aplatie sur un objet, sur un écran. Donc ça va pas. Donc là, pour ça, ce qu'on fait en fait, c'est qu'on fait ça, et on calcule en parallèle aussi les couleurs des faces en fonction des lumières. Et en fait, on vient multiplier la couleur de la texture avec la couleur de la lumière. Donc si la lumière est blanche, on multiplie par 1, donc la texture elle reste telle quelle. Et si la lumière est noire, on multiplie par 0, donc la texture devient noire aussi. Donc en gros, ça nous donne et après tu as toutes les intermédiaires, on a 0,5, 0,2, 0,8. Et en gros, il suffit de multiplier la texture par 0,8. Et en gros, si tu multiplies la texture par 0,8, et tu te retrouves avec une texture qui est un peu plus foncée. Et donc en gros, ça nous donne cette notion d'éclairage qu'on avait. Et elle va pouvoir s'appliquer à la texture directement. Très très pratique et très utile. Et donc ça nous permet de garder cette notion de volume qu'on avait perdue avec la texture. Et donc ça nous permet de la rajouter en multipliant cette texture avec l'éclairage qu'on avait calculé tout à l'heure. Donc on a rajouté la texture. Donc maintenant on peut avoir des objets qui sont colorés. Super. Maintenant il nous manque la notion des ombres. Comment on va pouvoir rajouter les ombres en 3D avec la ratérisation. Et ça c'est un objet très compliqué, les ombres. En tout cas avec cette technique de ratérisation, les ombres c'est très délicat. En gros, la technique qu'on a trouvée, c'est de prendre l'objet en tant que tel et de projeter son image sur le sol en fait. Donc en gros, on fait le calcul du rendu, on fait la même chose pour calculer les ombres. Donc en gros, on prend l'objet, on projette l'objet sur le sol, donc en faisant des droites comme tu te souviens, d'accord, et ça nous donne une ombre. Le problème c'est qu'en faisant ça, impossible d'avoir des ombres comme dans la nature. Parce qu'en fait, les ombres dans la nature, elles ne sont pas dures comme ça. En gros, en faisant ça, on va avoir des ombres qui sont très dures, mais impossible d'avoir des ombres qui soient douces. Alors, tu vas me dire la solution, c'est pas compliqué. Si tu veux faire une ombre douce, il suffit de flouter l'ombre après une fois qu'elle est au sol. Parce que en fait, flouter, c'est très simple, c'est juste une moyenne des pixels. Le problème, c'est que dans la nature, dans la nature, ça ne fonctionne pas comme ça. Dans la nature, en fait, ce qui se passe, c'est que chaque ombre n'est pas en fait juste une projection floutée. Une ombre, c'est une projection de ton objet de la base vers le lointain, d'accord. Donc par exemple, si tu prends une voiture, ça va être le contact de ses roues jusqu'à son toit plus loin. Et plus le toit est loin, plus l'objet est loin du sol, plus l'ombre va être floutée. Et ça dépend pas que de ça. Ça dépend aussi de la taille de la lumière, ça dépend de plein de choses, de la proximité de la lumière. Donc il y a énormément d'éléments qui viennent faire que l'ombre est plus ou moins floue. Et surtout, en fait, peu importe que l'ombre soit floue ou pas, au niveau du contact, l'ombre sera toujours nette. Et plus on s'éloigne, plus c'est flou. Et ça, avec la technique que je t'ai expliquée de projection des points, c'est impossible à faire en fait. C'est impossible à calculer. Donc on se retrouve dans une impasse où si on projette l'ombre et qu'on la floute, ça fait un truc tout pété parce que l'ombre est aussi flottée au niveau du contact et ça fait vraiment tout fake. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui dans les jeux vidéo, les ombres souvent sont merdiques. Pourquoi ? Parce qu'en fait on n'a pas encore réussi à créer des ombres cohérentes avec la technique de ratérisation. Et tu as deviné, la technique de ratérisation elle est utilisée dans le jeu vidéo parce qu'elle est très légère et donc elle permet de faire du temps réel facilement. Donc les ombres en ratérisation, qu'on appelle aussi les ombres en projection, c'est de la merde. Alors c'est pas de la merde parce qu'elles permettent de facilement se rendre compte de la couverture des nombres, mais c'est de la merde dans le sens où on ne peut pas avoir cette notion de ombre en éventail, tu vois, ombre qui vient s'étanouir au fur et à mesure qu'on a dans la vie réelle. Impossible. Alors on va voir d'autres techniques, hein. Heureusement que maintenant aujourd'hui on a d'autres techniques pour faire les ombres, sinon ce serait bien la merde. Donc voilà pour les ombres. Et donc globalement là on vient de faire un petit peu le tour du moteur de rendu par ratérisation. Alors il y a d'autres choses, hein, comme la réflexion et la transparence et le SSS aussi. Mais tout ça je vais pas en parler avec toi parce que c'est des concepts qui sont beaucoup plus compliqués et qui sont pas indispensables à comprendre pour faire de la 3D avec la ratérisation. Donc moi tu as compris comment fonctionnait un moteur par ratérisation et donc un moteur de 3D quand tu fais de la 3D et que tu veux visualiser de la 3D, ce qu'on appelle le viewport en général, et aussi un moteur de ratérisation tel que Unreal Engine par exemple, Unity, Eevee. Tout ça c'est des moteurs de rendu à ratérisation qu'on appelle aussi plus communément moteur de rendu de temps réel. Absolument tous les jeux vidéo aujourd'hui utilisent ce type de moteur de rendu là, le type de rendu à ratérisation, parce que c'est très très simple à calculer par rapport à l'autre type de rendu que je vais te parler
c'est le moteur de rendu à lancer de rayon. Alors, quelle est la différence entre le moteur de rendu à lancer de rayon et le moteur de rendu à ratérisation? Le moteur de rendu à ratérisation, comme je t'ai expliqué, en gros, tu projetais simplement les points et après, lui, il faisait l'impression sur un écran et tu avais tes faces et il faisait les calculs des couleurs après directement grâce au normal. Le moteur de rendu à lancer de rayon, c'est bien différent. En gros, le moteur de rendu à lancer de rayon, donc ce calcul existe aussi depuis les années 70, il existe aussi depuis la ratérisation, c'est juste qu'il était peu utilisé parce que beaucoup plus lourd et beaucoup plus compliqué à l'époque de l'utiliser. Mais en gros, le calcul est très simple. Au lieu de lancer seulement un rayon par point, par vertex, on s'est dit notre caméra finalement c'est un amas de pixels. Donc pourquoi ne pas lancer, au lieu de lancer un rayon en fonction de chaque point dans le monde, pourquoi ne pas lancer un rayon en fonction de chaque pixel de ton écran et on regarde où est-ce que ton pixel va impacter un objet en fait. Et en faisant ça, ça donne une image beaucoup plus définie dans le sens où tu te retrouves pas avec une information seulement par vertex, tu te retrouves avec une information par pixel. Le problème, tu t'en doutes, il y a beaucoup plus de rayons à lancer, tu vois. Si tu fais 1920 par 1080 rayons à lancer, si tu fais un rendu 1920, tu te rends compte que ça fait beaucoup de rayons. Quelques millions. Donc les calculs sont beaucoup plus longs. En plus de ça, le fait est que les rayons vont pas seulement juste voir l'objet et faire une intersection. Non. Une fois qu'ils vont taper l'objet, ils vont faire plein de calculs pour calculer différentes choses. Par exemple, on va essayer de calculer la lumière diffuse. La lumière diffuse, c'est ce que je te parlais tout à l'heure avec l'angle de la face. Donc en gros, le rayon va venir chercher les lumières et il va calculer leur angle pour savoir. Donc en gros, il va relancer un rayon vers la lumière pour savoir si la lumière est par rapport à la face qu'il a tapée, est-ce qu'elle est dans la même direction ou pas. Le problème, c'est que là, au lieu de le faire à chaque face, il le fait à chaque pixel. Donc tu te retrouves avec une lumière et un dégradé de lumière beaucoup plus détaillé que quand tu avais juste la couleur de la face en ratérisation. Et donc là, ça te permet d'avoir des dégradés, des choses comme ça, parce que à chaque pixel, par exemple, ta lumière, la déperdition de lumière va être calculée, tu vois. Donc en gros, le fait d'avoir ça te permet d'avoir un dégradé sur les faces, puisque on calcule aussi la distance par rapport à la lumière sur chaque face, alors qu'avant, sur chaque pixel de chaque face, chaque pixel de ton écran de chaque face. Alors que, tu te souviens, en ratérisation, on calculait seulement la couleur de la face par rapport à sa distance et c'est tout. Donc beaucoup plus lourd, mais aussi beaucoup plus cohérent physiquement en fait. Parce qu'en gros, on n'est plus limité au nombre de faces pour avoir une cohérence en termes d'éclairage, mais plutôt limité au nombre de pixels dans ton image, donc c'est vraiment génial. Et là, on va commencer à lancer différents types de rayons, puisqu'on se rend compte dans la réalité que, en gros, la lumière, elle lance aussi des rayons. Et en gros, le fait d'avoir créé cette ratérisation, ça a été pour être plus cohérent en termes de détails, mais aussi plus cohérent physiquement. Puisqu'en gros, on s'est dit, maintenant, au lieu d'avoir des trucs un peu fake comme on faisait en ratérisation par rapport au normal, etc., on va copier l'action d'un rayon, d'un photon en fait dans la réalité. Qu'est-ce que fait un rayon de lumière dans la réalité? Et ben en fait, il rebondit sur les murs. Et donc en gros, les rayons qu'on va envoyer de notre caméra, qui vont être des rayons de lumière en fait, vont aussi rebondir sur les murs. Et donc en gros, ça nous permet d'avoir un éclairage qui est bien plus cohérent qu'un éclairage en ratérisation, puisque là on fait vraiment du calcul physique en accord avec ce qu'on observe dans le monde. Donc on va calculer plusieurs types de rayons. La diffuse, donc qui est le rayon d'éclairage que je t'ai expliqué tout à l'heure. La réflexion, c'est simplement qu'est-ce qui se reflète dans l'objet. Donc en gros, tu prends ton objet et en fonction de sa puissance de réflexion, le rayon va être renvoyé sur ce qu'il y a autour de lui et il va dire, voilà, qu'est-ce que je vois? Est-ce que le pixel que je renvoie, c'est un rayon pixel rouge? Ok, donc dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut que j'affiche un pixel rouge dans mon objet qui est bleu. Donc en gros, il va réfléchir à un objet qui est rouge. Donc en gros, tu as un rayon de réflexion, donc c'est deux rayons envoyés par pixel déjà, le rayon diffuse, le rayon de réflexion. Il reste un troisième rayon qui est le rayon de réfraction, donc c'est le rayon pour calculer la transparence. Donc ça c'est la même chose, sauf que d'être reflété, il va passer à travers l'objet, et en fonction d'un index de réfraction, le rayon sera plus ou moins dévié, et en fonction de ça, il va calculer un pixel plus ou moins différent, donc ça nous permet de calculer une réfraction dans ton objet. Là tu te dis ok génial, c'est bon, on a réussi à recréer la réalité grâce au ray tracing. Il suffit de lancer des rayons, un rayon par pixel, chaque rayon vient taper un objet, il va faire son petit boulot, donc diffuse, il va chercher la lumière, réflexion, il va chercher où est-ce que sont les autres objets, et il va faire ses petits rebonds, et réfraction, il passe à travers les objets pour voir un peu ce qu'il y a derrière. Donc c'est génial, on a vraiment calculé la manière dont on pouvait vraiment représenter un objet de manière réelle, comme dans la vie réelle.
avec ce qu'on appelle le ray tracing, le lancer de rayon. Le problème avec ce moteur de rendu là, c'est ultra lourd. Donc le temps réel, je n'y pense même pas, ça n'a pas de sens. Et on se rend compte que c'est très très loin à calculer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on se rend compte que si on lance seulement un rayon par pixel, alors plutôt 3 rayons par pixel du coup, parce qu'on a le rayon diffuse, le rayon réflexion et le rayon réfraction. Mais en fait, ton image elle est dégueulasse. Elle paraît hyper pixelisée. En gros, c'est ce qu'on appelle l'anti-aliasing. En fait, dans une image, quand tu filmes ton image, en fait, les bords de tes objets, ils sont très doux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ton pixel en fait fait une moyenne des bords. En fait, le bord c'est pas un pixel blanc et l'autre pixel noir, tu vois. C'est plutôt un pixel blanc et après un petit dégradé de gris sur plusieurs pixels et un pixel noir. C'est comme ça que ça marche en réalité. Quand une caméra capte une arête dure, c'est comme ça qu'il va faire un petit dégradé pour ça va donner une arête beaucoup plus cohérente. Le problème, c'est que quand on lance un rayon par pixel, c'est impossible de faire ces dégradés. Parce qu'en fait, on n'a pas l'information entre 2 pixels. Donc en gros, on se retrouve avec des objets qui sont très très durs et on se retrouve avec ce qu'on appelle de l'aliasing. Donc l'aliasing, en fait, c'est l'effet d'aspect escalier entre les pixels, tu dois connaître. Donc en gros, là, il y a 2 solutions. Ou tu augmentes la définition de ton image, mais alors là, c'est encore plus lourd, d'accord, pour lancer plus de rayons. Ou alors, la deuxième solution, c'est de simplement lancer plus de rayons par pixel et après de faire une moyenne de ces résultats. Et c'est ce qu'on a fait. Et c'est ce qu'on appelle les samples. Et donc en gros, les samples, ça va nous permettre de lancer plusieurs rayons par pixel. Donc par exemple 10, 15, 20 rayons. Aujourd'hui, il faut dire que dans un rendu 3D à peu près, on lance entre 128 et je dirais 1024 rayons par pixel. Par pixel, tu te rends compte à quel point c'est monstrueux. Donc on a vraiment fait des progrès sur les temps de calcul. Donc 1024 rayons par pixel. Et puis après en fait on fait la moyenne de ça pour avoir la chose la plus douce possible. Alors je vais te laisser, je dois prendre de l'essence, ok ? Et je te reprends juste après, on va continuer sur le lancer de rayon, mais même si on a entre nous bientôt terminé. A tout de suite. Ok, me revoilà, je sors de la station essence et je suis à toi. Alors donc on parlait du ray tracing, donc tu vois voilà, ça nous a permis de calculer des objets de manière cohérente. Le problème qu'on avait, c'était ce que je te disais, l'aliasing, donc le fait d'avoir un détail par pixel, en fait ça ne suffisait pas, ton objet était beaucoup trop en escalier. Donc en gros les gars, comme je t'expliquais, ils vont lancer plusieurs rayons par pixel et faire la moyenne du résultat de tous ces rayons. Aujourd'hui, un rendu classique, ça dépend des rendus, mais on va être entre 128 pour les moins qualitatifs, on va dire, et 1024 voire même 4096 rayons par pixel pour les plus qualitatifs. Tu t'en doutes bien, le fait de lancer plus de rayons par pixel, et ben ça a le coût évidemment de ton temps de rendu est plus long, quoi, tout simplement. Donc on a trouvé la solution pour rendre une image de manière cohérente et totalement réaliste physiquement grâce au lancer de rayons. Et d'ailleurs je te parlais des ombres tout à l'heure en ratérisation, pardon. Je te disais ouais, les ombres c'est trop la merde parce que quand tu fais une projection tu dois la flouter, vrai ça marche pas du tout. Et ben là avec le lancer de rayons on n'a plus du tout ce problème parce que justement les ombres vont se faire en lancer de rayons aussi. Donc en fait l'ombre va se créer via un rayon et en gros chaque point de l'ombre va être une finition de ce rayon. Donc en gros c'est tout à fait possible de créer les ombres en éventail qu'on voit dans la nature grâce au lancer de rayons. Pourquoi ? Parce que la nature marche en fait en lancer de rayons. Donc c'est nickel en fait. Donc les moteurs de lancer à lancer de rayons sont en fait ce qu'on appelle corrects physiquement. Ils appliquent les calculs des photons de la nature pour recréer la même chose dans ton moteur de rendu 3D. C'est pour ça que les moteurs de rendu à lancer de rayons, comme par exemple Cycle, Arnold, Octane, Redshift, le moteur de C4D je crois aussi, il y a quoi d'autre, Mantra, enfin voilà, la plupart des moteurs de rendu, Renderman, sont utilisés au cinéma parce que c'est les moteurs de rendu à lancer de rayons qui sont cohérents. Alors que les moteurs de rendu dont je t'ai parlé avant, donc Unreal Engine, Unity, Eevee, ce sont des moteurs de rendu utilisés dans le jeu vidéo parce que c'est des moteurs de rendu qui sont en temps réel, donc pas des lancers de rayons, mais de la ratérisation. Donc tu vois les deux éléments
qui permettent de faire un rendu en 3D. Et finalement, c'est presque tout, quoi. On a presque terminé. Tu vois, on a vraiment décomposé depuis le début, tu vois. Genre, on se posait la question de comment représenter un objet mathématiquement dans une matrice avec la perspective, et on se retrouve à la fin à simuler des ombres et des lumières grâce à du lancer de rayon. Tu vois qu'il y a un chemin parcouru qui est monstrueux, et il y a aussi une évolution dans le hardware qui est monstrueuse, qui nous a permis justement de faire ces calculs-là qui étaient très compliqués. Les calculs dans ce rayon, en fait, sont pas compliqués, mais ils sont très très longs. Notamment grâce au rendu maintenant GPU, qui permet de faire ce qu'on appelle en fait du calcul en parallèle. Et en gros, il calcule plein de pixels en même temps, ça te permet d'aller beaucoup plus vite. Donc vraiment, excuse-moi, on a vu pas mal de choses aujourd'hui. J'espère que tu as compris comment ça fonctionnait, et j'espère que tu as au moins pu suivre un petit peu ce voyage avec moi dans la création de la 3D et ce que ça a impliqué. Je crois que c'est quand même très complexe comme domaine et que ça a permis de faire beaucoup de choses. Donc rappelle-toi à la première fois que tu ouvres ton logiciel, Maya, Blender, ce que tu veux, que ce que tu vois sous les yeux, déjà rien que pour afficher un cube, c'est vraiment la merde. Donc rappelle-toi que c'est vraiment compliqué de faire ça, et que des ingénieurs qui sont hyper ouf ont réussi à rendre ça simple. Donc déjà bravo à eux. Et rappelle-toi, voilà, juste ça, que c'est quand même stylé comme métier. Et que c'est pas quelque chose qui est inné, tu vois. Je veux dire, il y a des métiers qui sont plus ouais, même pas hein, finalement. Tous les métiers ont leur truc comme ça. Le fait qu'il y ait un background derrière qui soit compliqué. Le truc quand même que ce qui est beau avec ce métier de 3D, c'est que il y a énormément de travail derrière juste pour créer juste un cube, tu vois. C'est ça qui est dingue. C'est ouf. Et ça j'adore. Bon bref, c'est un super beau métier. Mais bon, ça je digresse. Donc voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. J'espère que tu as pu un peu suivre cette petite histoire qu'on a pu voir ensemble de comment faire pour passer d'un objet qui est correct mathématiquement parlant à une image qui représente cet objet. J'espère que ça t'aura parlé un petit peu. Dans tous les cas, moi je te dis merci beaucoup d'avoir suivi ce cours jusqu'au bout. En plus, il n'était pas facile ce podcast à suivre. Donc bravo à toi. Et puis, avant de te quitter, j'aimerais te dire deux choses. La première, c'est que si tu aimes ce podcast et tu trouves qu'il t'apporte de la valeur et qu'il t'aide dans ta 3D et dans ton futur métier, dans ton métier même aujourd'hui, s'il te plaît, mets-moi 5 étoiles sur iTunes. Parce qu'en fait, le fait de mettre 5 étoiles dans iTunes, ça me permet d'avoir ce podcast qui soit mieux référencé et donc d'aider plus de gens. Et c'est toujours mieux d'aider plus de gens, tu es d'accord? Donc, mets-moi 5 étoiles sur iTunes si tu as envie de le faire, si tu as envie de m'aider, c'est vraiment trop cool, c'est vraiment hyper important. Je te remercie d'avance. Deuxièmement, si tu es sur une autre plateforme comme Podcast Addict ou ce genre de choses sur Android, laisse-moi un petit commentaire pour savoir quel podcast plus tard je vais faire. Tout simplement un petit commentaire qui me dit voilà les prochains sujets dont tu vas entendre parler, ce que tu penses du podcast, etc. Même raison pour iTunes, ça les fait augmenter dans le référencement. Dernière chose, si tu fais partie de ces gens qui n'ont pas envie de réussir, c'est pas des gens qui écoutent des podcasts, mais c'est des gens qui font des vrais projets, qui travaillent et qui veulent travailler, qui veulent devenir artiste 3D. Si tu veux partie de ces gens-là, je t'invite vraiment à aller voir ce qui se passe du côté du site internet teach.motion-live.com. Ce site internet, c'est une communauté en fait, avec plein de gens qui ont la même vision que toi. Dans ce site internet, tu as deux choses. Donc tu as un accès à la communauté qui se fait par abonnement. En fait, tu t'abonnes et après tu as un accès à toute la communauté. Tu te retrouves parmi aujourd'hui presque 1100 personnes qui nous suivent. Cet abonnement, il te donne un accès à des cours gratuits, tu peux télécharger les scènes qui sont dans nos tutoriels gratuitement pour pouvoir comparer avec tes scènes à toi. T'imagines pas le bonheur que c'est quand tu es devant ta scène et que tu galères et que tu as la scène modèle, tu as juste à te copier pour voir où est le problème. Je te promets, tes nuits blanches se transforment en quelques minutes. Et le plus important, c'est que quand tu es abonné aussi, tu vas recevoir après tous les mois, tous les 2 mois, ça dépend de mon travail. Je fais une formation gratuite seulement destinée à la communauté Motion Live Teach, seulement destinée aux abonnés. Donc ce site internet teach.motion-live.com, c'est ça. C'est aussi plus de 170 cours gratuits aujourd'hui en vidéo où on est directement sur le logiciel avec toi et on t'apprend le métier. 170 cours gratuits, je sais pas si tu te rends compte de ce que ça représente en français. Sur les logiciels comme Maya, Blender, After Effects, Premiere, ZBrush, Substance Painter
et j'en passe. Donc tu vois, ça vaut réellement le coup. Donc je t'invite réellement à aller jeter un coup d'œil à ça. Je pense que si tu fais partie en tout cas de ce type de personne qui va avancer et travailler et qui est vraiment passionné par ça, c'est l'endroit où tu dois aller. Sur ce, je te dis encore merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Et puis je te dis à bientôt pour un prochain podcast sur justement Motion Life Teach. Ciao!